Bonjour à toutes et à tous. Avant de plonger dans l'épisode du jour, Mélanie et moi avons une annonce un peu spéciale. Vous le savez, ici on décortique la biologie et les neurosciences pour vous aider à performer sans vous épuiser. Mais on sait aussi une chose, la théorie a ses limites. Parfois, pour vraiment unlock your powers, il faut savoir débrancher la machine pour mieux la recalibrer. C'est pour ça qu'on a décidé de passer de vos oreilles à la réalité. Du 5 au 11 juillet, on vous ouvre les portes d'une expérience immersive, notre toute première retraite. Détox et vitalité près de Toulouse. Imaginez une villa d'architecte incroyable en lisière de forêt, le cadre idéal pour ce reset du corps et de l'esprit dont vous avez besoin si vous flirtez un peu trop près avec le mur de la performance. Mon rôle sera de vous offrir un accompagnement holistique en travaillant sur votre terrain biologique pour restaurer votre énergie profonde. Et de mon côté, je vous transmettrai les leviers de la neuroperformance pour stabiliser votre état interne. Ce qui est génial, c'est qu'on ne fera pas que de la théorie. On alignera des ateliers pratiques chaque soir pour que vous repartiez avec des outils concrets. Ce sera une détox sur mesure, rythmée par des jus bio pressés à l'extracteur et des buffets de crudités, ainsi que des randonnées matinales. Et entre deux ateliers, sachez qu'on a même prévu des créneaux pour des massages, histoire de rendre la détox vraiment savoureuse. On garde l'esprit The Human Hack, une approche scientifique, mais dans une bulle de déconnexion totale. Attention, pour garantir cet accompagnement sur mesure, on limite la session à 6 participants seulement. Alors, si vous sentez qu'il est temps de vous offrir ce reset pour retrouver votre pleine puissance, rendez-vous sur thehumanhack.com, section retraite. On a vraiment hâte de vous y retrouver. Et maintenant, place à l'épisode. Dans un monde qui ne s'arrête jamais, le calme est devenu un luxe. Pire encore, dans nos cultures de la performance, le repos est souvent perçu comme un aveu de faiblesse et la douceur comme l'opposé de la puissance. Pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir ce paradoxe. À force de courir, de tenir le coup et de fonctionner uniquement au mental, nous finissons par perdre notre clarté, notre justesse et finalement, notre santé. Et si la véritable performance ne résidait pas dans la capacité à se blinder, mais dans celle à rester habité. Si le soin de soi était en réalité l'acte de puissance ultime pour durer sans se durcir. Comment réconcilier nos ambitions avec notre physiologie ? Comment transformer nos sensations corporelles en une boussole stratégique pour mieux décider ? Et comment retrouver le chemin vers soi quand on a l'impression d'être devenu un simple exécutant de son propre agenda ? Dans cet épisode, nous allons explorer la puissance du calme, pourquoi le silence intérieur est le meilleur allié de la lucidité, le corps pensant, comment rétablir le dialogue entre le cerveau et les sens pour réguler notre système nerveux, et l'écologie de soi, comment identifier nos voleurs de temps et nos schémas de pression pour préserver notre énergie vitale. Pour en parler, nous avons le grand plaisir d'accueillir Adeline Blondiau. Avec elle, nous allons apprendre à ralentir pour mieux se retrouver et apprendre à durer sans jamais se sacrifier. Adeline, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, merci, madame. Je suis ravie d'être là. Vous êtes sophrologue et thérapeute et vous accompagnez aujourd'hui celles et ceux qui cherchent à retrouver un équilibre entre les exigences d'un quotidien intense et leurs besoins profonds. Après une première carrière de comédienne et de scénariste, vous avez choisi de mettre votre connaissance intime des mécanismes de la pression et de l'image au service d'une approche thérapeutique concrète. Pour vous, la sophrologie n'est pas une simple méthode de relaxation, mais une véritable pédagogie pour apprendre à s'habiter pleinement. Dans votre cabinet, comme à travers vos interventions, vous aidez à transformer le corps, souvent perçu comme un simple outil, en un allié de conscience. Votre travail se distingue par cette volonté de transmettre des clés pour réguler son système nerveux, affiner son écoute sensorielle et restaurer une clarté mentale parfois étouffée par le bruit extérieur. Cette quête de justesse et d'authenticité, vous l'explorez également par l'écriture. Dans votre dernier ouvrage, Cheminer vers soi, paru aux éditions Albin Michel, vous proposez un guide pour apprendre à enlever ses masques et à se reconnecter à sa vérité intérieure. C'est une invitation à reprendre la responsabilité de son propre bien-être et à découvrir que la bienveillance envers soi-même est le point de départ d'une véritable force.
Très présente dans la transmission, vous déconstruisez avec sincérité les pièges de la performance subie pour proposer une voie plus respectueuse de notre écologie personnelle. Et c'est précisément pour cette vision incarnée et cette approche sans filtre où l'expérience du terrain rencontre la sagesse du corps que nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Parce que vous nous rappelez que pour durer et rester lucide, le plus essentiel des rendez-vous est celui que l'on prend avec sa propre présence. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Ça met un peu la pression, là. Ah bah non, hein, c'est juste vous, votre âme, votre œuvre. Ok. Ah bah merci, je prends. Alors, on va commencer avec notre première question signature. Comment définiriez-vous la performance ? La performance, j'ai l'impression que il faut déjà installer les paramètres pour pouvoir y accéder. Et pour installer les paramètres pour pouvoir accéder à un corps, à un esprit performant, j'ai l'impression qu'il faut observer les 4 piliers de la santé. Comment je me repose, c'est-à-dire comment je dors, mais comment, si je peux pas dormir suffisamment, j'ai des ouvertures sur de la relaxation, de la méditation, qu'elle soit guidée ou non, sur des siestes, sur des solutions pour pouvoir me reposer correctement, parce qu'un corps qui n'est pas reposé, un cerveau qui n'est pas reposé, il ne peut pas avancer et les émotions partent en feu d'artifice. Ensuite, le second pilier, c'est l'alimentation. Dans notre culture, c'est en moyenne 3 fois par jour l'occasion soit de s'alimenter et de s'énergiser, soit de s'empoisonner. Et souvent, quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de secret. Si on ne dort pas et qu'on ne s'alimente pas correctement, il n'y a pas que des dysfonctionnements qu'on va appeler juste physiques, les kilos en trop, les kilos en moins, ou la peau et tout ça. Il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, les montées, les pics de cortisol. Troisième pilier, l'activité physique. Notre corps n'est pas fait pour être agrippé à un ordinateur ou à un écran, ou en tous les cas d'être complètement sédentaire comme ça. On a besoin de bouger et de faire circuler l'énergie. Et notre corps n'est pas seulement un outil pour nous transbahuter de notre lit à notre travail jusqu'à notre canapé. Et donc, je trouve que c'est important de pouvoir respecter en fonction de l'état dans lequel on est, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça activité physique et pas sport. Parce que activité sportive, ça implique, mais cours, fais du yoga, du pilate. Et puis, le 4e pilier, c'est la joie. Si je dors bien, si je mange bien, si je fais bien mon activité physique et que je fais tout ça bien, que je suis un bon petit soldat, je peux aussi m'ennuyer très, très, très fermement. Donc, la joie, cultiver, ce sont des petites graines qu'on va poser et puis on va les cultiver. Et on va les cultiver tellement qu'à un moment donné, elles vont grandir, elles vont s'épanouir. Au début, on va devoir être spectatrice d'un immense et sublime coucher de soleil. Et puis, avec le temps, on va s'émerveiller du pissenlit qui pousse entre 2 pavés. Donc voilà, donc la joie, pour moi, c'est ultra important. Et elle se nourrit par le rire, par les gens qu'on aime, par les gens qui nous font rire, qui nous font du bien. Et voilà, ça, c'est mes 4 piliers. Et à travers ces 4 piliers, si je les respecte, si j'en prends soin, je vais beaucoup mieux gérer tout le stress. Je vais beaucoup mieux accueillir ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je vais mieux interagir avec mon environnement. Et donc, je serai plus disponible pour accueillir, pour voir de quoi je dispose comme compétences, de quoi je dispose comme moyens physiques, intellectuels, émotionnels, pour pouvoir reprendre la main sur cette vie qui parfois nous échappe, tout simplement. Voilà. Absolument. Et qu'est-ce qui vous anime ? Quelle est votre mission de vie ? Ma mission de vie, j'ai l'impression que pendant longtemps, ça a été de distraire. Et c'était très bien quand même. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est d'aider les personnes à se reconnecter à elles-mêmes. Et c'est quelque chose qui m'émeut à chaque fois, en fait. Dès que je les vois sur le bord de leur chemin et que je leur dis « Hey, moi, je suis dans votre équipe. Venez, c'est sympa. » Et que je leur remets les clés en leur disant « La solution, elle n'est pas en moi, elle est en vous. Moi, j'ai 0 baguette magique. Mais je suis sur le chemin avec vous, je marche à côté de vous. » Et que je les vois se reconnecter avec eux et se dire « Mais finalement, c'est pas si mal, la personne que je suis. » Et c'est pour ça que je le dis dans mon livre accueillez-vous, découvrez-vous, comprenez-vous. Et donc, à partir de ce moment-là, ça sera plus simple de s'accepter. Et vous allez voir, la personne que vous allez rencontrer, si ça se trouve, elle va vous plaire, quoi. Et de temps en temps, elle me dit
Oui, mais finalement, je suis une personne bien. Finalement, oui, ça va. Est-ce qu'il y a eu un déclenchement? Qu'est-ce qui vous a amené à explorer cette question du calme, de la présence, de l'écoute interne? Ça remonte quand même. Quand j'avais 14 ans, j'avais des insomnies épouvantables parce que je faisais des angoisses existentielles depuis quelques années et ça a dérivé en angoisse existentielle le soir au moment de se coucher où j'ai l'impression que tout le monde allait mourir et que quand même la mort était hyper présente et que personne ne s'en rendait compte et qu'on m'avait pas prévenu de comment ça allait se passer. Et j'étais hyper angoissée. Et comme mes parents n'arrivaient pas à trouver des réponses suffisamment satisfaisantes, je me suis dit que... et ma mère m'emmenait chez des acupuncteurs, alors que ça se faisait pas du tout à l'époque, chez des homéopathes, ça se faisait pas du tout à l'époque. Et en parlant avec eux, je me suis dit, mais il y a forcément un endroit à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi où je peux me sentir au chaud, tranquille, sécurisée. Ils n'avaient pas l'air d'être super convaincus et j'ai continué ma quête et je suis tombée sur une prof de yoga qui avait déjà un certain âge. Et j'ai vu des annonces pour un cours de yoga, j'ai poussé la porte et oui, je devais avoir 14 ans. L'âge moyen, c'était plutôt 60. Ils étaient tous hyper souples, très souriants, c'était vraiment cocoon. Et ils ont été émerveillés de voir une gamine qui venait dans le cours et m'ont accueilli hyper gentiment. Donc physiquement, je les ai rattrapés assez vite. En revanche, au moment des méditations et des relaxations guidées, où on nous faisait circuler les énergies, là, c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai touché ça du doigt. Et pendant plusieurs années, j'ai appris à méditer avec eux, et avec cette prof, qui était une ancienne prof de danse, qui nous guidait, qui avait une espèce d'exigence physique. Et moi, je m'y retrouvais. Et puis après, elle a pris sa retraite. Et je me suis retrouvée un peu esseulée. Et je me suis dit, elle m'a montré. Elle m'a montré que ça existait. Je sais plus trop comment faire la route. Et c'est ça, souvent, le problème. On a des ressources, mais on a oublié le chemin. Donc, il faut refaire le chemin. Peut-être que le chemin, il change aussi. Le chemin, il évolue aussi en fonction de la vie, en fonction de là où on est, de l'état dans lequel on est, et puis de notre environnement. Mais on sait que la ressource existe. Et donc, j'ai réussi à refaire ce chemin. Mais j'ai pas trouvé les personnes avec le prêt-à-penser qui pouvaient m'y emmener directement. J'ai pas trouvé de ligne directe. Donc, j'y suis allée à la serpe. Parfois, je me suis perdue. J'ai pris des chemins de traverse. Mais j'ai réussi à récupérer ça. Et à chaque fois que je le perds, je me perds. Et du coup, moi, je me dis, j'ai réussi à faire ça. Donc, si ça a marché sur moi avec une vie un peu chaotique quand même, peut-être que ça peut marcher sur les autres. Et c'est ce que ça a prouvé à travers les réseaux, à travers tout ce que j'ai partagé. Donc, toutes les personnes qui me connaissent depuis longtemps, pour eux, ça semblait hyper naturel de me voir partir de là, passer par la comédie, les scénars, un peu de mise en scène, de la production, du théâtre, et puis d'arriver à la thérapie. Parce qu'en fait, j'avais déjà pas mal de potes en thérapie. Et j'aime prendre soin des autres. Super. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on en parlait un petit peu en introduction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent avoir du mal à se sentir réellement présente à elles-mêmes. Comment vous expliquez ça? Pourquoi on se perd vis-à-vis de soi? Alors déjà, je crois que on nous éduque pas à respirer, à prendre rendez-vous avec soi-même. On nous éduque pas à tout ça. Et aujourd'hui, il y a tellement de sollicitations, ne serait-ce que les réseaux sociaux. Ce sont des voleurs de temps. Donc, on passe souvent plus de temps hors de soi, hors de sa vie, à regarder en scrollant sur la vie des autres qui est tellement passionnante. Et ils montrent des trucs tellement beaux, et ses dernières fringues, et ses derniers make-up. Et elle, t'as vu, elle a pas de filtre. Ah, mais si, elle a un filtre. Et elle a une vie tellement merveilleuse. Et moi, du coup, ça me renvoie à ma frustration d'avoir forcément raté ma vie par rapport à tout ce que je vois. Je trouve que ça, c'est très perturbant. Donc, déjà, il y a cette sollicitation du digital, elle est très, très forte. Absolument. Et est-ce que aussi, il n'y a pas aussi une idée de se dire que souvent on va penser que c'est un peu de l'égoïsme quand on s'intéresse à soi, quand on se pose la question de se prendre du temps pour soi, etc. Est-ce qu'il n'y a pas cette mauvaise interprétation par chacun de ce recentrage, justement? Une fois, je faisais la journée pédagogique d'un lycée et j'étais très fière parce que j'ai pas été une super élève toujours, et de pouvoir faire la journée pédagogique pour accompagner les profs dans leur interaction avec les élèves et de leur proposer
des outils à travers la sophro, à travers d'autres pratiques. Et ensuite, je m'occupais des élèves. Et il y a un prof qui me dit, oui, mais moi, je trouve que s'occuper de soi, c'est de l'égoïsme. Je préfère m'occuper de ma femme, de mes enfants. Je dis d'accord, mais si vous tombez par terre, si vous allez dans le mur, si vous êtes épuisé, comment vous faites pour vous occuper d'eux? Il dit, non, mais je tomberai pas. Vraiment? Vous dormez bien? Je voyais qu'il... Mais enfin, c'est égoïste. Et il était sur son discours d'égoïsme. J'ai dit, moi, j'ai appris à travers certaines expériences de vie un peu violentes que si je vais bien, c'est une bonne nouvelle pour moi, certes, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour mon entourage. Si moi, j'arrive à rayonner, je vais rayonner sur les autres. Et je vais leur permettre aussi de rayonner. Donc, j'aime bien l'idée quand même de se dire que si moi, je suis pas là pour aller bien pour moi-même, au moins, je le fais pour les autres. Quand j'arrive plus à avoir suffisamment d'amour de moi, je me dis, au moins, si je vais bien, je suis pas une mauvaise nouvelle pour les autres. Vous savez, la personne que vous appelez, ça va? Non, je peux pas lui demander si ça va. Je sais qu'elle va me plomber, qu'elle va m'attraper dans son gouffre. Et je trouve que déjà, ça, c'est une bonne nouvelle pour les autres, pour notre entourage quand on va bien. On n'est pas un souci de plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, la sophrologie, elle est parfois réduite à des techniques de relaxation, alors que c'est quand même beaucoup plus large. Est-ce que vous pourriez définir un petit peu ce que c'est et puis ce que ça représente peut-être pour vous aussi? Alors, il y a la définition selon la méthode de la formation que j'ai suivie, de Catherine Aliotta. C'est une méthode psychocorporelle qui vise à détendre le corps pour pouvoir atteindre l'esprit. Et ensemble, on va pouvoir, à travers des exercices de respiration, de visualisation, des relaxations, faire un travail global. Ce qui me paraît hyper intéressant dans la sophrologie, c'est qu'on passe à travers un questionnaire. Et moi, ce questionnaire, je l'ai bien nourri. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le livre. Il est bien nourri. Très complet. Et je propose à la personne que j'accompagne d'observer sa vie, de faire un état des lieux à l'instant T, avec des questions factuelles. Du coup, ça propose un autre regard. On est dans le factuel. Non, est-ce que vous avez bien dormi? Je sais pas. Est-ce que vous êtes reposé? Oui ou non? Est-ce que vous êtes réveillé cette nuit? Combien de fois? Et à quelle heure vous êtes endormi? Vers quelle heure vous vous mettez au lit? On arrive finalement à faire une espèce d'enquête, et ce qui fait qu'il y a des pistes qui émergent, et il y a des choses qui font sens pour eux en disant « Ah oui, effectivement, je déteste mes draps, mais ça fait tellement plaisir à mon mari. Ah oui, effectivement, ma femme ronfle, mais j'ose pas lui dire parce que c'est une femme, et une femme, ça doit pas ronfler. » Et des espèces d'injonctions comme ça, et on s'aperçoit les petites diodes dans la chambre. Oui, j'ai un écran. Non, je laisse mes notifications sur les téléphones au cas où. Mais vos enfants, ils dorment où? Chez moi, mais au cas où. Au cas où quoi? Ils sont dans le bout du cou là. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant à travers la sophrologie d'avoir, en tous les cas, moi c'est comme ça que je la pratique, ce temps de parole qui est assez long, où l'autre va répondre à tes questions, et en répondant factuellement, il va se questionner. Et du coup, ça va émerger. Et il y a plein de choses, parce qu'à la fin de ce questionnaire, moi au début du questionnaire, je propose qu'on fixe un objectif, SMART. Donc, ça va être spécifique, mesurable, atteignable ou accessible, réalisable et temporel. Et une fois qu'on a terminé ce questionnaire-là, cette enquête, je propose qu'on redéfinisse l'objectif. Est-ce qu'on est toujours sur le même objectif? Parce qu'il y a les bénéfices collatéraux. En faisant de la sophro, ou en faisant ce genre de thérapie brève, on va améliorer le sommeil, on va améliorer la gestion du stress, on va améliorer l'accueil des émotions. Du coup, ça va permettre d'affiner. Et plus mon objectif sera détaillé, plus je peux m'y attaquer, et j'ai déjà fait un pas en avant pour le résoudre. C'est intéressant parce que justement dans cette anamnèse-là, ça permet de voir à la fois le mental, le corps, les problématiques environnementales, enfin tout ce qui peut nous concerner au quotidien. Et par ce biais-là, on pense souvent que c'est que le mental justement qui décide, que le mental décide et que le corps exécute. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous l'expliquez bien dans votre livre que le corps participe à part entière dans cette clarté mentale en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Moi, j'ai l'impression que ce bonhomme-là, il est parfois un peu snob. Et que souvent, le corps sait
avant le cerveau. Et on le voit chez les animaux. Les animaux, ils vont se rencontrer. Il y a un chien à un bout de la rue, le chien à l'autre bout. Les poils vont se hérisser. On sait en lisant le chien, on sait qu'il y a un chien qui va arriver dans 200 ou 300 mètres. Et c'est physique chez eux. Hein. J'ai l'impression qu'il y a presque de temps en temps, on se dit, mais c'est de la télépathie. Le chien qui sait quand son maître va rentrer. Et le corps, quand on l'écoute, il a des sensations. Vous pouvez sentir le matin alors que les rideaux sont fermés, s'il fait beau, s'il fait jour, s'il pleut. Et on oublie tout ça. Et je trouve, et ça, je l'ai vécu au moment de l'après-ménopause avec les bouffées de chaleur. Vous n'y êtes pas encore, mais vous verrez peut-être. Enfin, si vous avez de la chance, vous ne verrez pas. Je me suis aperçue que les bouffées de chaleur, on m'avait dit, mais c'est le stress. Et j'ai dit, mais attends, le stress, là, j'ai une bouffée qui monte et mon cerveau me dit qu'il y a zéro stress. Et en fait, je me suis aperçue, en observant les animaux une fois de plus, en observant la nature, que oui, il y avait eu un stress, mais il était tellement infime que ça avait généré une bouffée de chaleur pour mon corps, mais que le cerveau a fait, s'en fiche, c'est pas assez important. On va pas utiliser de l'énergie là-dessus. Et puis le corps, parfois, il vous dit, vous croisez le regard de quelqu'un, vous serrez la main de quelqu'un, vous avez juste l'impression que la personne vous a drainé toute votre énergie en 2 secondes. Tout ça, ce sont des signaux que le corps va nous donner. Donc, c'est compliqué de le mesurer, oui, mais ça existe et on l'expérimente tous les jours. Oui, mais justement, ce sont souvent des signaux qu'on ignore. C'est mieux de les ignorer parce que si on veut que ce soit vraiment le cerveau qui est le lead, on va éviter d'écouter ou de voir ces petits drapeaux rouges. Absolument. Et puis, ça ne nous arrange pas. Ça Et nous arrange pas. Un coup de barre, mon corps qui s'avachit, qui bat, qui est fatigué, j'ai anesthésie, je prends un café. Ouais, et je n'ai plus la bonne lecture de mon corps une fois que j'ai pris mon café, parce qu'il est tout agité et tout excité. Absolument. Et justement, cette déconnexion du corps, ça a un coût. C'est un coût physiologique qui est réel. C'est un coût physiologique, mental, émotionnel, environnemental aussi. Ouais. C'est un coût systémique. Ouais. On peut creuser un peu dans ces sujets-là parce que c'est quelque chose que vous avez exploré. À travers le burn-out, hein, j'imagine. Ah oui, à travers le burn-out. Oui, le coût est aussi lourd que l'entêtement, j'ai l'impression, dont on a fait preuve à ignorer toutes les alarmes. C'est-à-dire qu'à force de ne pas voir les drapeaux rouges qui deviennent de plus en plus gros, il y a une espèce d'aveuglement constant. Et puis, à un moment donné, je pense qu'on est trop loin pour avoir l'humilité de dire ouais, ok. Et mon premier burn-out m'a vraiment mise à terre. Et ça n'a pas été ultra violent. C'est-à-dire que je me suis arrêtée comme ça. Juste comme ça. Juste les larmes qui coulent et plus rien. Et j'ai plus pu marcher, j'ai plus pu parler. Enfin, j'étais vraiment quand même dans un état un peu végétatif, on va dire. Et c'est au moment où j'ai compris de quoi il s'agissait et que j'avais été co-créatrice de ça, que je l'avais co-tricoté, que oui, il y avait les autres, que oui, on m'avait demandé plein de trucs, que oui, j'avais tout accepté, mais que j'avais pas le choix. Si, j'avais le choix et à chaque fois j'acceptais. Pour plaire, pour être aimée, pour être gentille, pour avoir une bonne image vis-à-vis des autres. Et d'être dans une espèce de sacrifice en me disant ça me sera rendu à un moment donné. Oui, mais par qui ? Absolument. C'est ça qui est ultra intéressant aussi dans votre livre, c'est que vraiment, il y a cette idée de responsabilisation de chacun. Absolument. Et ça, c'est assez central d'ailleurs, un peu dans tout ce que vous éduquez. C'est la base, c'est le pacte. Je me responsabilise. J'accepte l'impermanence. Oui, mais ça se démolit, tout se déconstruit. Oui, mais tout cicatrise aussi. Et tout peut se mettre en place. Et tout peut évoluer. Et involuer, bien évidemment, mais tout... La vie n'est pas linéaire. Et le troisième point, la vigilance. Parce que sans vigilance, c'est compliqué d'avancer correctement et de faire attention à soi. Tout à fait. Et reconnaître les signaux qu'on a rencontrés un peu plus tôt dans notre vie, justement. Bien sûr. Et grâce à ce que vous disiez au début, vu qu'on a eu les outils sur le chemin, même si à un moment donné, on se perd un petit peu, on peut récupérer ces outils dans notre petite cave qui était perdue, un peu cachée. Oui. On récupère les outils. Et quand on les récupère pas, quand on sait qu'on les a, mais qu'on ne sait plus où on les a cachés, quand on ne sait plus où on les a rangés, on se fait aider. Et je trouve ça toujours extrêmement courageux de voir des personnes qui viennent avec le courage et l'humilité de dire « je suis perdue, j'y arrive plus, je sais plus où est la lumière, je les ai eus ces outils-là, je les trouve plus ».
face à des personnes qui disent non mais moi j'ai pas besoin de psy, je sais exactement comment ça se passe, je sais exactement de quoi j'ai besoin. Oui, mais depuis combien de temps tu sais? Ça fait 15 ans que je le sais, que j'ai pas besoin de psy. Ok, du coup ça a avancé. Non, mais le jour où je veux, ça avance. Donc ça fait 15 ans que tu veux, mais que t'avances pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment t'as le déclic? Tu l'as pas, c'est pas grave. Et du coup c'est ça, c'est refaire le chemin jusqu'aux ressources, mais accepter que ma vie, ma responsabilité. Je suis pas responsable de toutes les galères, de tous les traumas, de tous les accidents de vie. Je suis pas responsable de tout. Mais malheureusement ou heureusement pour moi, je suis responsable de ce qu'il en reste. Et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Et soit je sors de la place de victime, soit je m'y complais. Mais c'est aussi un choix. Ouais. Et ça, c'est souvent la première marche qui fait que on va aller justement faire ce chemin vers soi. Parce que de sortir de ce déni d'une certaine façon de notre responsabilité. Oui. Et puis après, les étoiles s'allument. Et d'un seul coup, on relit son histoire et on relit son passé avec un autre filtre. Et ça permet une meilleure compréhension. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas une question d'estime de soi aussi? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à affronter ça, non pas par manque de volonté, mais parce qu'à l'intérieur, ils ont vraiment comme un trou noir qui les aspire et en fait, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et peut-être que quand on a eu une enfance, je sais pas, où on a manqué d'amour, où on a manqué certains repères essentiels, etc., son estime de soi-même a été tellement heurtée que derrière, on a beau peut-être savoir qu'il faut aller consulter telle ou telle personne ou se faire aider, se faire accompagner, mais c'est même pas par manque d'humilité, mais c'est par manque presque d'estime de soi et d'une certaine solidité qu'on a à l'intérieur de soi. C'est une question, hein, c'est... Du coup, voilà. Est-ce que c'est seulement une question d'humilité? Non, c'est pas seulement une question d'humilité, c'est une question de reconnaître que ça va pas. Et quelqu'un qui va pas bien, tant qu'il n'a pas reconnu qu'il allait pas bien, ou alors tant qu'il n'a pas reconnu qu'il avait besoin d'aide, vous ne pouvez pas l'aider. C'est clair. Personne va venir... et même, si je viens vous voir, vous allez mal. Vous me dites, non, Adeline, ça va pas. Vous voulez de l'aide? Non, mais ça va pas, j'ose pas demander. Ok. Moi, j'ai besoin que vous me signifiez clairement que vous avez besoin de mon aide pour déclencher l'aide, pour déclencher le moteur dans ma tête qui va essayer de trouver les solutions, les pistes à faire émerger pour vous, pour pouvoir vous proposer un chemin, pour pouvoir vous proposer des outils que vous allez vous approprier. Je peux pas le faire pour vous, le chemin. Mais à partir du moment où l'autre ne demande rien, on se casse souvent le nez quand même. Ouais. Vous avez déjà aidé des gens qui n'avaient rien demandé parce que vous voyez tellement... On peut pas, ouais. Non, mais on peut pas, ce qu'il fallait faire. Et c'est terrible d'aider quelqu'un, et la plupart du temps, c'est de l'ingratitude, on trouve. Oui. De l'agressivité et tout. Voilà, donc on peut être brisé, mais il faut avoir envie d'aller mieux. Et il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie. Et j'ai l'impression que c'est même pas ni bien ni mal, c'est juste comme ça et ça leur appartient. Et ils ont peut-être besoin de faire ce chemin-là. Et En fait, il y a une difficulté aussi qui est que souvent, on est dans un monde dans lequel on considère que ce qui est bien, c'est justement peut-être d'être dans cet état de stress, de performance, d'adrénaline, ça c'est bien, ça montre qu'on avance, qu'on est conquérant, c'est vraiment bien. Comment on peut convaincre les gens que le calme, le recentrage, etc., cette puissance calme, c'est ça qui est bien aussi, c'est peut-être même ce qui est mieux? Alors, je ne sais pas si j'essaie de les convaincre. Déjà, j'ai l'impression que c'est aussi assez générationnel, parce que je vois la génération de nos enfants. Mon mari et moi, on a des enfants qui sont étalés entre 30 et 14 ans. Du coup, on a du 30, du 28, du 26 et du 14. Et il y a quand même cette espèce d'état d'esprit. Je ne vais pas me cramer au travail pour arriver à la retraite, pour attendre la retraite, pour me reposer. C'est vrai qu'ils sont en avance sur nous là-dessus. Donc il y a quelque chose là-dedans où de temps en temps on se dit mais dis donc, il pourrait s'activer un peu plus. Et puis non, ils profitent. Ils vont se faire le petit resto dont ils ont entendu parler, le voyage. Il y a cette envie de profiter plus. Donc je pense qu'il y a un juste milieu. Ensuite, je pense que la meilleure façon de convaincre son envie de convaincre, c'est d'incarner. Et si je clope sur clope et je dis à mon enfant non, surtout tu fumes pas parce que tu vas avoir le cancer et puis c'est mauvais la clope, il va me regarder et me faire ouais allez file-moi une clope. Mais si j'incarne, j'ai
plus besoin d'expliquer. Oui, J'ai bien sûr. plus besoin de dire. Et c'est ça qui nous inspire. Dans les gens qui nous inspirent, c'est qu'ils incarnent sans se justifier. Ils vivent leurs valeurs, ils observent leurs besoins, ils y pourvoient, ils incarnent leurs valeurs. Et c'est ça qui fait sens, en fait. Enfin, en tous les cas, moi, j'ai l'impression. Oui, oui, absolument. Donc on est d'accord qu'il y a un parallèle entre la méconnaissance de soi et la perte de sens à un moment donné. Ouais. Et donc la clé, On est d'accord. elle est là quelque part. Et tout ce travail, et d'ailleurs la sophrologie, est un des outils qui peuvent nous aider à atteindre la connaissance de soi-même, en tout cas certaines facettes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Quand vous utilisez la sophrologie, enfin, vous allez dans ce sens-là avec les personnes que vous accompagnez, aller carrément trouver le sens et les accompagner dans ça dès le début, ou c'est quelque chose qui se fait, c'est un chemin? Alors, moi, j'ai plein de casquettes de saltimbanque, de la vie d'avant, de sophrologue, et à chaque fois dans ces casquettes, l'idée c'est que le thérapeute, comme le comédien, s'adapte à la demande. Donc moi, en fonction de la personne que j'ai en face de moi, qui souhaite que je l'accompagne, je vais adapter. On va parler plus, ou on va faire plus d'exercices, ou on va faire plus de respiration, ou je vais proposer des méditations guidées, ou je vais proposer d'aller parler aux chevaux, ou aux chiens, ou aux animaux, ou de s'ancrer dans la nature. Je vais vraiment m'adapter en fonction de la personne. Et ce qu'il y a de drôle, c'est quand j'ai des consultantes qui après parfois se rencontrent lors de mes ateliers, qui deviennent copines ou qui interagissent, elles échangent. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir pu se reconnecter à soi et de revenir dans son équipe, mais jamais par le même chemin. Donc oui, c'est une des clés, mais j'ai l'impression que chacun sa clé, et c'est vraiment chacun sa route, chacun son chemin. C'est vraiment... je chemine, et surtout, j'essaie de ne pas me tromper, parce que parfois, je suis sur mon chemin, et puis... il me saoule mon chemin, il est pas rigolo, il y a trop de galères, c'est compliqué. Chemin d'à côté, il a l'air vachement inspirant, ça a l'air beaucoup mieux pour ma copine d'à côté, ça roule. Donc de temps en temps, je vais sortir de mon chemin et me faire tracter par quelqu'un qui va être plus inspirant. Il y a des locomotives, il y a des wagons dans la vie, on le voit, et on a besoin de l'un et de l'autre. Et puis je vais la suivre, et puis pendant un moment, ça va aller beaucoup mieux, puis à un moment donné, je vais tomber en panne, parce que ce n'est pas mon chemin. Et là, il va falloir que je rebrousse chemin pour retrouver le mien. Donc je pense que oui, c'est une des clés. Mais c'est pas toujours très simple d'accepter la personne que nous sommes. Et c'est aussi peut-être une démarche qu'il ne faut pas trop mentaliser, c'est-à-dire que parfois on ne sait pas pourquoi, on est attiré vers une discipline. Enfin, nous, je sais que ça a été notre cas avec Mélanie, avec la naturopathie. Et on ne sait pas forcément l'expliquer, tant pis, on va tester, quoi. Cette question peut-être de curiosité, elle me semble importante, parce que je pense qu'il y a plein de... La sophrologie, on en parle quand même pas mal maintenant, mais il y a des personnes qui ne savent pas forcément exactement ce que c'est, mais qui sont attirées, en fait, par ça. Mais comme elles ne savent pas se l'expliquer pourquoi, elles vont pas forcément passer le cap. Oui, dans mon cheminement professionnel, du coup, concernant les formations, j'avais une de mes amies qui était naturo. Elle m'inspirait tellement. Et je trouvais ça génial. Elle me prenait le pouls, elle me regardait l'iris. Ensuite, elle me demandait de tirer la langue. Elle me posait plein de questions. Et je trouvais que c'était tellement pertinent. Je me dis, mais moi, c'est ça ce que je veux faire. Du coup, j'ai été visiter des écoles de naturopathie. Il y avait les portes ouvertes. Ensuite, il y a eu les salons du bien-être. Il y avait tous les métiers. Oh, la kinésiologie, c'est hyper intéressant aussi. Et la MTC, mais j'adore. Je veux avoir ça chez moi et pouvoir savoir à quoi ça ressemble. Et il y avait toutes ces disciplines-là. Et puis, à un moment, il y a eu une rencontre. Mon frère me dit, mais si tu veux, je te présente Catherine Aliotta. Et il me l'a présentée. Et j'ai vu une femme qui incarnait ses valeurs, qui était très au clair avec ses besoins, qui s'était débarrassée des valeurs qu'on lui avait mises sur les épaules et qui incarnait la sérénité, la réussite professionnelle et quelque chose de vraiment très équilibré. Je me dis, mais moi, c'est ça ce que je veux, en fait. Et du coup, j'ai dit banco pour la sophrologie, alors que c'est elle qui m'a inspirée. Et je trouve que pour les thérapeutes, c'est pareil. Quand on cherche, quand on tâtonne, c'est aussi une rencontre humaine. Vous faites le même métier, et pour autant, vous n'allez pas vous partager les mêmes clients. Et vous n'aurez pas forcément le même profil. On n'a pas du tout les mêmes approches, d'ailleurs. Ouais. Et vous n'aurez pas du tout les mêmes profils de clients. Et vous direz peut-être, tiens, va plutôt chez ma consoeur. Ouais. Parce que moi, c'est pas adapté, ou parce que vous le sentez pas, tout simplement. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout le retour à l'humain.
quel que soit le thérapeute, en fait, c'est aussi l'humain et l'accueil qui va vous être réservé. Absolument. J'ai une question qui est un petit peu à côté, mais je veux la poser, donc je vais la poser quand même. Allez. Est-ce que c'est un petit peu genré malgré tout au niveau aussi bien de la clientèle et de ces questionnements-là, etc. Parce qu'évidemment qu'il y a des hommes et des femmes qui se posent cette question. Je vous arrête tout de suite, les hommes vont très bien. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que j'ai environ 10% d'hommes dans mes ateliers. Bah oui, c'est ça. Et à chaque fois, pas besoin d'aide. Je les accueille avec beaucoup de joie parce que je les trouve très courageux. De temps en temps, ils m'envoient un mail en disant « C'est OK si je suis un homme et que je viens. » Et j'y mets avec plaisir. Et je vous trouve très courageux. Et à chaque fois, je leur dis « Mais bienvenue » parce que dans un monde qui est encore patriarcal, mais attendez, ça va bouger. Je trouve que un homme qui doit être pertinent, qui doit être solide, qui doit être fort, qui doit être rassurant, qui doit être compétent, qui doit protéger, de venir dire oui, moi aussi j'ai mon petit côté geek, moi aussi j'ai besoin de douceur, moi aussi j'ai besoin de me reconnecter à moi. Les femmes de temps en temps l'attendent, ah oui, tu vas voir, tu vas prendre pour les autres. Je trouve que c'est hyper courageux. Donc moi je les accueille toujours avec joie, mais je pense que c'est difficile pour eux. Bah oui, bien sûr. De par les injonctions sociétales. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est installé et il fallait que ça s'installe pour retrouver, enfin pas pour retrouver, je ne sais pas si on l'a déjà trouvé, mais en tous les cas pour installer un équilibre homme-femme, pas seulement une parité, mais au moins un équilibre, une compréhension et une co-création de cet équilibre. Et j'ai l'impression que quand les hommes arrivent et qu'il y a un cercle de 30 femmes et qu'il y en a 3, eh ben, je me dis, ils se mettent au fond de la salle, je dis, venez pas, vous installez pas près du radiateur. Et à chaque fois qu'ils partagent une expérience, parce que dans les ateliers, je leur dis, on ne parle que de soi. Pas de la copine, non, c'est pas pour moi, le secret honteux, c'est pour quelqu'un d'autre. Eh bien, ils sont toujours accueillis avec une certaine bienveillance où les femmes disent, bah oui, c'est pas tous ennemis. C'est ça. S'ils sont là, ils sont pas fous. Mais je pense qu'il y a ça. Ouais. Et puis ils ont été éduqués pour être solides. Leur pas, t'es pas une fille, c'est quand même... Absolument. Bon, moi, j'ai élevé un fils qui pleure, et je l'emmène au cinéma. En général, j'ai mon paquet de Kleenex, je suis entre ma fille et mon fils. Allez, distribution, on pleure tous les 3. Mais c'est aussi à nous d'élever nos fils différemment. Mais je trouve courageux. En même temps, tous ceux qui m'ont demandé quand est-ce qu'arrivait la suite de ce bouquin, c'était que des hommes. Ah, intéressant. Ouais. Très intéressant. C'est drôle. Et il y en a même un qui m'a posé le livre sur la table, très décidé, m'a dit moi je l'ai lu, je l'ai trouvé super, maintenant je l'offre à ma femme. Ah ben vous m'avez amené le vôtre pour que je... Ah non, j'en ai pris un autre pour qu'on ait chacun le nôtre. D'ailleurs, j'attends avec impatience, il t'appelle comme ça, j'attends avec impatience le prochain. Oui, mais alors écoutez, celui-là, il aime bien certains temps. On va terminer la promo, etc. On va terminer la promo, on va se satisfaire, on va profiter un petit peu de la tranquillité. Et puis après, on verra. Mais il y a certains hommes, et je me rappelle d'une conférence que j'ai donnée, et là, j'étais sidérée, parce que j'arrive à la FNAC, pour ne pas la nommer, je fais une conférence. Et la promo a été faite bizarrement. Et là, je me retrouve en face il y a 40 hommes et 15 femmes. Et je rentre pas dans la salle. Je me dis, c'est pas ma salle. C'est une autre salle. Et ils se sont trompés. Elle est où ma salle remplie de nanas? Et elle me dit, si. J'ai mis que des mecs. Oui, ils pensent que je vais parler de moto, de Harley Davidson, ils pensent quoi. Et c'était chouette et c'était hyper intéressant parce que du coup, comme ils étaient plus d'hommes, les langues se sont plus déliées. On a passé beaucoup de temps à échanger, questions-réponses, et je les voyais... Ah oui, non mais la responsabilité, ça me parle, ouais. L'alignement tête-cœur-corps, oui, aussi, il faut que ce soit fluide. Et ça m'a vachement touchée. Ah oui, c'est génial. Merci beaucoup, c'était vraiment vers là que je voulais aller, donc super, parce que justement, quand, nous, on a peut-être l'habitude en tant que femme souvent de se poser des questions comme ça, etc., mais c'est pas pour ça qu'on a les réponses, déjà. Oui, ça fait du bien. Déjà, de poser la question, on sait qu'on peut y apporter une réponse. Exactement. Mais donc, messieurs, faites de même, et vous verrez que il faut le faire. Ouais. Mais les filles, faites attention à ce que vous mettez dans la tête de vos fils aussi. Ouais. Et messieurs, évidemment. Aussi une responsabilité dans l'éducation. Mais évidemment, on a une co-responsabilité dans l'éducation, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on ne fait pas.
Absolument. C'est clair. Et comment on fait quand on veut toujours quand même avoir une certaine exigence envers soi-même pour grandir, pour apprendre, parce que c'est notre personnalité, etc., sans tomber dans l'extrême du burn-out, de l'auto-sabotage, etc. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre? Parce que selon les personnalités, surtout quand on a un terrain anxieux, je sais de quoi je parle. Je vois. Du coup, comment, enfin, ok, on a ces outils, etc. D'ailleurs, les outils changent selon évoluent. Voilà, ils évoluent. Moi, je sais que la sophrologie m'a énormément aidée quand j'étais plus jeune. J'ai eu la chance que ma maman me fasse découvrir ça assez jeune. Mais c'est pas l'outil que j'utilise le plus aujourd'hui. Par contre, c'est l'outil que je transmets beaucoup à ma fille, qui est beaucoup plus jeune, enfin, qui a 6 ans, hein, mais à qui je transmets déjà ces outils-là. Mais parce que c'est Donc, ludique. Oui, aussi. Si vous lui c'est peut-être faites plus facile à transmettre. Oui, tout à fait. Et en même temps, je me suis rendu compte que j'étais allée dans un... Du coup, vous avez dit de parler de nous, donc je parle de nous. on est dans le cocon, là. Donc, du coup, voilà. Mais non, mais du coup, je suis allée plus vers la psychanalyse, la psychologie, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis déjà tellement dans ma tête. Et je continue à être tout le temps dans ma tête. Il y a un moment donné, il faut redescendre. Oui. Et à quel moment est-ce que... Enfin, moi, c'est vraiment la naturopathie qui m'a fait dire ça, de me dire, ah ouais, mais ok, mais je suis... En fait, les outils que je vais chercher, c'est encore des outils qui vont sursolliciter mon mental. Alors que ce qu'il me faut, c'est redescendre dans mon corps, puisque j'ai été complètement dépersonnalisée, quoi. Donc, comment est-ce qu'on arrive à aller transformer ça, en fait? Pilier de la santé. Comment vous dormez? Non, ça va mieux maintenant. Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est réglé. Il peut y avoir 3 heures de discussion à ce sujet. Ouais, il peut y avoir beaucoup de... Comment vous alimentez-vous? Ouais. Et comment activez-vous votre corps? Comment utilisez-vous ce corps dans lequel vous allez passer votre vie, dans lequel vous allez vous sentir à l'étroit parfois, dans lequel vous allez vous sentir perdu, mais qu'à ces dimensions-là, comment vous en servez? Ouais, non mais ça, Voilà. c'est sûr. De se poser des questions, c'est... Ouais, c'est sûr. Et C'est une question de maturité peut-être aussi. Mais c'est Aujourd'hui, aujourd'hui, je sais pas, je pense que vous avez la maturité pour ça. C'est juste de se dire... Maintenant. Oui, mais il y a aussi les biais professionnels. Ouais. Mon corps, pendant longtemps, Mais voilà, je l'ai c'est la utilisé question. comme un outil. Mais néanmoins, tous les matins, je me fais un check. Comment j'ai dormi? Ok, j'ai pas dormi super. Pourquoi? Telle raison. Ok, c'est valable comme raison. Donc, essaye de trouver des moments dans l'après-midi, dans la journée. À quel moment tu vas pouvoir te poser et te reposer? Se reposer, c'est un scan corporel et ça, j'imagine que c'est Ouais, des bien outils sûr, qui font bien partie sûr. de Notre votre formation. petite boîte à outils. Comment je vais manger, du coup? Est-ce que je vais manger ou est-ce que ça va me fatiguer? Comment je jongle avec ça? Est-ce que je peux manger plutôt des protéines non animales pour pouvoir alléger encore? Comment je vais faire? Comment, avec ces 4 paramètres-là, je vais jongler? Et ne serait-ce qu'avec ça, vous allez redescendre dans votre corps. Parce que quand on est dans l'activité physique, on est dans le présent. Parce que le corps, il ne peut exister qu'au présent. Bah oui, votre cerveau, il peut fuir vers le futur. Ah non, mais attends, je vais aller visiter un petit peu tout ce que je ferai bientôt. Et puis, j'ai peut-être 2-3 vieux nonos à ronger de mon passé avec un trauma que j'ai pas besoin de régler. Mais le corps, si vous êtes dans l'activité sportive non, mais c'est clair. ou physique, si vous marchez, si vous vous concentrez ne serait-ce que sur vos sens, quelle odeur, quelle température corporelle, la texture de ma chemise, la texture de mon pantalon. Ou même ça, juste ça. Est-ce que je sens... L'autre jour, j'ai un atelier que j'aime beaucoup qui s'appelle Initiation à la pleine conscience, à la méditation. Et l'autre jour, je me retrouve dans une salle, on me dit pas de nourriture dans la salle. Ok. Pas de contenant pouvant se renverser. Ok. Et je fais à chaque fois déguster en pleine conscience un oléagineux. Donc là, je me dis, je suis coincée. Donc, je dis à tout le monde, apportez bien votre gourde pour vous hydrater. Une gourde qui ne se renverse pas. Tout le monde avait sa gourde. Et donc, pour faire la pleine conscience, je leur ai dit, OK, on va prendre l'eau. Elles ne savent même pas que d'habitude, c'est avec autre chose. Et ils ont senti, puisqu'il y avait quand même 3 mecs. Et ensuite, vous mettez et vous faites comme ça. Et juste avec une goutte d'eau, vous devez pouvoir sentir votre peau du pouce et de l'index. Mais si vous fermez les yeux, vous sentez aussi vos empreintes digitales se frotter l'une à l'autre. D'un seul coup, mais oui! Et juste là, dans ces moments-là, j'ai mis de l'eau partout, mais on s'en fout. Je suis connectée à moi.
Ne serait-ce que de se reconnecter à sa respiration, c'est un outil extraordinaire. Ouais. Je regrette tellement, ils ont fait des études au Canada à travers la respiration, quand on apprend aux enfants à respirer correctement, quand on les fait méditer. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une école pendant 1 an, où j'étais intervenante. On me disait, tu vas voir, tu vas pas tenir. Ok. Je dis, moi, le seul truc que je demande, c'est qu'on ne me demande pas le silence complet. Je veux juste un léger brouhaha. Pour pas être tout le temps en train de faire taire des enfants qui avaient 4 ou 5 ans, qui veulent pas se taire parce qu'ils ne peuvent pas se taire et ils ont besoin de bouger. Je les ai fait respirer. Je leur ai appris le yoga, la relaxation. Et c'était génial. Donc, voilà, il y a plein d'outils où on est là. Et la respiration, c'est la présence à soi. Et c'est la possibilité de pouvoir équilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique comme on veut. Soit. C'est ça, c'est reprendre les rênes. Oui, reprendre la main. Mais de Absolument. temps en temps, je dis aux gens, mettez-vous un réveil 3 fois par jour, cohérence cardiaque. Alors Non, mais absolument. Moi, je compense avec le sport. Vraiment, c'est vrai que le sport, Mais du sport qui fait mal pour pouvoir shooter la tête, pour pouvoir se déconnecter de la tête, ou un sport dans lequel vous vous sentez bien? Je ne dirais rien. Alors, je me... Mais il y a quand même une recherche de cardio intense. non, mais justement je suis forte en cardio. Donc oui, c'est voilà, si tu veux, on va dire ça. c'est Non, mais peut-être. dans tout ça, et c'est une partie qui est ultra intéressante aussi dans votre livre, c'est que vous mettez en avant beaucoup les écueils à chaque fois à l'action, et donc forcément le revers de la non-action. Et dans ces écueils-là, parfois justement, on va se dire non, je ne vais pas le faire, je vais pas mettre en place telle ou telle chose, parce que on recherche une solution parfaite et absolue, et qui en réalité est inatteignable. La baguette magique. Voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu en disant De ce la n'est pas baguette une magique, raison? non, enfin oui, si vous voulez, mais ça va être très bref. Non, mais justement, il ne faut pas chercher la perfection. C'est pas possible. Non, on peut chercher le mieux et partir du postulat qu'on va faire en sorte de faire le mieux. Et parfois on fera au mieux, et puis parfois on ne sera pas capable, et puis parfois on n'aura pas envie. Mais oui, enfin. C'est ça, parce que quelque chose qui soit adapté. Je vois beaucoup de gens qui sont des bons petits soldats, et je le sais parce que j'en fais partie, qui vont faire mieux que ce qu'on leur demande. Mais pourquoi tu t'épuises à faire le double de ce qu'on te demande? Et souvent, et ça c'est plus fréquent chez les femmes, je leur demande combien d'heures sup par semaine. Ok. Donc cette société, vous l'aimez tellement que vous lui offrez 4 heures par semaine. Oui, dans les semaines creuses, c'est 4 heures. Ok. Donc maintenant, on va prendre votre salaire, on va rajouter à votre tarif horaire ces heures que vous avez données, donc ça va faire 16 heures presque par mois. Oui. Et quand on fait la petite opération et la petite division, de temps en temps, ah oui, du coup, je descends à ça en tarif horaire, c'est pas fou et tout. Et pourquoi? Parce qu'au moins, ce sera bien fait. Oui, mais est-ce qu'on vous demande de le faire parfaitement? Non, on me demande de le faire. C'est ça, et surtout ce parfaitement, il est tellement différent d'une personne à l'autre, d'une perception à l'autre, que ça, en fait, il y a jamais, c'est un gouffre indéfini, en fait, il y a Bien jamais sûr. de... Mais c'est pour ça que c'est intéressant, l'objectif détaillé. Qu'est-ce que vous attendez de vous, ou qu'est-ce que vous attendez de moi précisément? Jusqu'à quel endroit je peux vous aider? À quel moment vous pensez que vous pouvez compter sur moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi précisément? S'il y en a qui me viennent, qui me disent, je suis trop malheureuse, moi maintenant je vais être sereine et heureuse. Oui. C'est pas un objectif précis. C'est pas possible. La sérénité, c'est un état qu'on va installer petit à petit, à travers du travail personnel, à travers des expériences de vie. Donc, plus ça va être précis, plus ça va être détaillé, plus ça va être accessible. Et donc, de temps en temps, ne sachant pas demander des détails ou de la précision, on va se dire, moi, je vais faire le mieux. Et il y aura celui d'à côté qui sera bien tranquillos, qui fera au minimum. Et que croyez-vous qu'il arrivera? C'est ça. Il y en a un qui est tranquille, qui est zen. C'est ça. Et il y en a une autre qui est le mort aux dents. Et en plus, ça risque même de nourrir en nous un peu de jalousie ou d'aigreur vis-à-vis de l'autre, de frustration, etc. Il fiche rien, il est payé pareil que moi. Oui, ça. Mais on lui a pas demandé de faire ce que tu fais et tu le fais quand même. C'est ça.
C'est ça, dans cette action, cette recherche à la perfection, et à contrario, ça va aussi parfois bloquer certaines personnes en disant, en fait, je peux pas atteindre ce niveau de perfection, donc je fais pas. Oui, et je trouve qu'il y a juste peut-être certaines exceptions, comme d'habitude, quand on est chef d'entreprise. Ces heures sup, on les met pour soi, on les met pour sa boîte. Mais à partir du moment où on est salarié, ou alors qu'on est payé au forfait ou quoi, c'est plus la même chose. Et même quand on est dans le bénévolat, il y a aussi des limites à mettre. Qu'est-ce que je mets comme limite ? Et quand on voit un auto-entrepreneur ou un entrepreneur qui va mettre beaucoup d'énergie, il a peut-être décidé que de là à là, il mettrait de l'énergie pour pouvoir lancer son entreprise et qu'il n'y avait qu'à lui qui pouvait demander tous ces efforts-là. Et là, d'accord, il sait ce qu'il fait, ou en tous les cas, il a l'air de savoir ce qu'il fait, et c'est sa responsabilité. Mais qu'un salarié me dise, mais non, mais moi, je fais tant d'heures sup, et non, je suis pas payé, mais je trouve que le travail est mieux fait comme ça, mais je m'occupe du travail de machin parce qu'il sait pas faire, et puis machin, il a besoin de... Voilà, on se remet au centre, toi, t'es payé pour ça, tout ça, tu l'offres. Pourquoi tu l'offres ? Si ça te fait plaisir, vas-y, donne-le. Mais si c'est du temps en moins avec ta famille, avec tes amis, pour toi... Oui, tout à fait, mais ça peut aussi s'envisager dans la sphère personnelle, et donc malheureusement, je dirais souvent vis-à-vis des femmes, faut le dire, qui vont parfois justement... se perdre presque dans ce besoin de... c'est pas un besoin, disons que la situation fait qu'elles ont besoin, il faut qu'elles fassent les choses et qu'elles prennent la place d'eux, qu'elles prennent les rendez-vous qu'elles prennent parce que sinon c'est pas fait. Et après, d'une certaine façon, d'où cette idée aussi de responsabilité, alors, j'ai pas envie de dire qu'elles se complaisent parce que c'est pas le vrai mot, mais disons qu'elles se persuadent que de toute façon, il faut qu'elles le fassent et c'est leur rôle de faire tout et d'être sur tous les fronts. Et ça, il faut aussi arriver à, je pense, se dézoomer pour se préserver justement et se dire, oui, mais peut-être que si t'as pas pris ce rendez-vous finalement, la personne, elle se prendra en charge. Si t'as pas pris le rendez-vous pour ton mari... Ça dépend de quelle personne on parle. Oui, bien sûr, pas pour les enfants ou les choses. Mais c'est la charge mentale, c'est le fardeau de la charge mentale, mais ça notamment féminine. C'est aussi le lâcher prise. Jusqu'à quel point je suis responsable de l'autre. Jusqu'à quel âge, pour lui, je suis responsable. Après, quand je vois l'autre parti trop loin et que je pense qu'il a vraiment besoin de moi et que c'est vital, oui, je peux m'en mêler. Mais je peux pas m'en mêler systématiquement, sinon je déresponsabilise. Absolument. Absolument. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller dans le mur. Voilà. Même c'est hyper triste. C'est une nécessité en fait. Parfois, il a besoin d'aller dans le mur. Et c'est mon fils qui m'a dit ça une fois. Il m'a dit, mais j'entends que tu veux me protéger, j'entends que tu me préviens, mais il y a des murs, j'ai besoin de me les prendre. Et j'ai besoin de les embrasser et de les connaître pour plus y retourner. Et je dis, ok, vas-y. Et il dit, je veux juste que tu sois d'accord avec moi et que tu m'encourages à prendre cette responsabilité-là. Et en tant que maman, je fais OK. Il est courageux, c'est bien. Et de temps en temps, je sors les dents, je fais tais-toi, Blondio. Souris, c'est bien. Continue. Et au moins, il fait son expérience. Mais c'est clair, c'est posé. Et je lui laisse sa responsabilité. Absolument, absolument. Mais justement, est-ce que c'est pas une preuve de maturité de reconnaître ses limites ? Et du coup, c'est lié aussi à, quelque part, j'ai pas envie de dire l'âge, mais il y a quand même une notion d'âge, quelque part, parce que la maturité vient avec l'expérience. Donc, est-ce que quand on est jeune, en fait, on n'est pas obligé d'arriver à un moment à ses limites pour les tester, savoir où elles sont, se prendre le mur quelque part. Et là, je me concentre surtout sur ce dont on parle, donc le stress, la gestion du mental et toutes ces choses-là, la déconnexion du corps. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans nos sociétés, ça arrive de plus en plus jeune. Et donc, par essence, nos jeunes sont moins bien équipés parce qu'ils ont moins d'expérience. Et du coup, en tant que parents, on a aussi envie de les accompagner. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de temporalité, choc, qui s'entrechoque entre les générations parce que nos enfants, nos adolescents sont mis dans un stress chronique de sursollicitation via les réseaux sociaux, via l'IA, via tout ce qui se passe d'un point de vue économique et géopolitique. Enfin, c'est hyper difficile de gérer ça. Je trouve, je sais pas... Mais ils sont nés avec. Ouais, ils sont nés avec. Ils sont nés avec. Et ça change quelque chose pour vous ça... Ils ont une façon de réfléchir et un accès à l'information
depuis beaucoup plus jeune que nous. Enfin, moi, je suis plus âgée que vous, mais moi, j'ai mon premier ordinateur, l'écran était vert et les lettres étaient vert clair, quoi. Donc, il y avait, c'était même pas noir et blanc, quoi. Donc, ils sont nés avec ça. Hier, j'étais avec ma nièce qui va avoir 2 ans. Je l'ai prise en photo. On jouait, et puis à un moment donné, elle a commencé à prendre son pied dans sa bouche. Je trouvais ça trop mignon. Je l'ai prise en photo et j'ai posé le téléphone. Elle est descendue du fauteuil, elle m'a fait. Et elle a donné son prénom. Et genre, elle avait pas la capacité de verbaliser. Elle m'a juste dit, alors elle m'appelle Dadou, elle m'a dit Dadou, Néna. Et parce qu'elle s'appelle, enfin, elle s'auto-appelle Néna. Et je me suis dit, waouh, elle a pas la capacité de le verbaliser, mais à moins de 2 ans, elle sait exactement que j'ai pris des photos et qu'elles sont déjà dans mon téléphone. Et que ça la fait rigoler de les voir. Et ils sont nés avec ça, donc je pense qu'ils n'ont pas les mêmes paramètres que nous. Okay. C'est vrai Et qu'on se prenait le chaud aussi avec nos parents, qui avaient des grands principes, qui voulaient nous infliger leurs valeurs, qui étaient les valeurs, la tradition familiale, tatati tatata. Et la génération d'avant, certaines familles avaient la bague avec le sceau familial, avec les valeurs au bout du doigt qu'il fallait absolument respecter. Et je trouve que ça a tendance à bouger. Par exemple, mes enfants, je les ai élevés avec les valeurs auxquelles je crois et que j'incarne. Mais si je vois que c'est pas leur valeur, je sais qu'on va juste se prendre la tête l'un et l'autre parce qu'on aura des valeurs différentes, que dans ces cas-là, je considère que nous n'avons pas les mêmes valeurs et qu'on va pas s'engueuler là-dessus. Qu'on s'engueulera peut-être sur autre chose, mais qu'on va reconnaître qu'on n'a pas le même point de vue et qu'il n'y en a pas un mieux ou un moins bien, que c'est juste 2 avis qui coexistent. Et voilà, donc moi j'ai l'impression d'avoir eu... moi, mon père, quand j'allais en boîte de nuit, il me disait « Ah, mais moi je suis sortie tellement, t'as pas besoin d'y aller, je vais te dire ce que c'est. » Mais pas du tout, j'ai envie d'y aller. Tu vas y aller habillée comme ça. Mais bien évidemment. On dirait que t'as pas mis de jupe. Non, j'ai un short, regarde. Il était très court, mais... Et j'avais besoin d'aller en boîte, j'en avais rien à faire qui m'explique... qu'il y avait des dangers, je le savais qu'il y avait des dangers, je buvais pas d'alcool, donc j'étais au clair avec certains... Ah bon, évidemment, il m'est arrivé des pépins, mais j'avais besoin aussi de vivre ma vie. Mais oui, et puis ce sont ces expériences justement qui nous amènent après vers les différents outils qu'on pourra utiliser, bien sûr. Après, concernant les limites, j'ai l'impression que selon l'éducation, selon la nature de la personne, il y a des personnes qui savent très jeunes poser les limites. Et qui très calmement posent les limites, tac, 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 et d'autres qui se feront toujours écrabouiller les pieds, qui n'oseront pas s'incarner en disant « Non, mais je veux pas déranger. Non, mais je veux qu'on m'aime. Non, mais je veux qu'on reconnaisse ma valeur. Non, mais je veux susciter l'intérêt. Je ne veux pas être rejeté. » Et là, je trouve que dans ces cas-là, on tape plutôt sur les blessures d'âme. Tout à fait. Exactement. Et aussi, je sais pas si on pourrait peut-être en parler, de la question de la loyauté familiale aussi. Ouais. Oui. Qu'il y a souvent ça, justement, entre les blessures d'âme. Ça se fait un mélange entre tout ça. Moi, la parfois, loyauté familiale... je trouve que souvent, après ça n'est que mon expérience, souvent quand il y a un problème avec des parents et des enfants, et que les parents me disent « Oui, mais tu comprends, ou vous comprenez, mes enfants », et je me tourne vers les parents. Et il y a plein de réponses qui apparaissent. Parce qu'un enfant, en général, quand il arrive dans une famille, quand il arrive au monde, il n'a pas envie de venir semer la zizanie. Il ne vient pas, à mon sens, pour semer la zizanie. Il a juste envie d'aller bien, que ça se passe bien, de recevoir de l'amour, de la joie et de s'épanouir. Et c'est là que la confiance se brise. Parce que normalement, on va apprendre à marcher, on va apprendre à parler, on va se casser la figure un certain nombre de fois. Et on aura le courage de remonter sur notre petite papate et puis de continuer à marcher. Et c'est les parents qui vont non, fais attention, tu vas te faire mal. Non, attends, tiens-lui la main. Non, qui vont faire ça. Et c'est là, mais parfois avec beaucoup de bonnes intentions. Donc souvent, les parents, parfois avec plein de bonnes intentions, vont briser la confiance. Moi, je me rappelle d'une fois où je suis avec des copines et il y a un espèce d'immense arbre et il y a tous les gamins qui jouent autour et on me fait... Et j'entends « Non, mais pas trop. Non, mais redescends, mais tu vas te faire mal. Et fais attention. » Et puis, on vient me chercher, on me fait « Adeline, regarde où est ta fille, regarde où est ta fille. »« Bravo, chérie, t'es en haut de l'arbre, c'est super. »« Mais t'es pas inquiète ?»« Bah non. C'est bon, t'as des bons appuis, t'es sécurisé. »« Ouais, maman, t'inquiète, j'ai toujours 2 prises, c'est bon. »« Ok, super. » Et les gens, elle est tombée suffisamment de fois pour savoir quelles sont les bonnes prises. Tout à fait. Donc, fichez-lui la paix.
Parce que c'est au moment où vous allez crier qu'il faut qu'elle fasse attention, qu'elle va détourner son attention, qu'elle va pas prendre sa prise. Donc, fichez-lui la paix et on respire. Et elle a passé du temps en haut de l'arbre, pendant que les autres se faisaient houspiller, et puis ceux qu'on ne houspillait pas, ils arrivaient à grimper tranquillement. Ouais. Absolument. Et c'est vrai que aussi avoir cette conscience on peut avoir des craintes, des peurs personnelles en raison de notre histoire familiale, etc. Oui. Mais il faut faire en sorte justement d'avoir conscience que ce sont mes peurs, avec ma rationalité à moi. Et il ne faut pas que je les donne à mes enfants. Ils feront leur propre expérience sur ce même sujet. Bien sûr. Et c'est ma responsabilité de parent de protéger mon enfant de ça. Je n'ai pas à lui faire dégouliner tout ça dessus. Et quant à la loyauté familiale, je vois des gens qui veulent à tout prix réconcilier les enfants avec les parents quand il s'est passé des traumas. Mais c'est ta mère, c'est ton père, faut pardonner et tout. Je pense qu'il faut pardonner le pardonnable et que c'est bien l'affaire de chacun. Et donc moi, je n'encourage pas, quand on m'explique des traumas épouvantables, je n'encourage pas ni au pardon. Je trouve que ça les regarde et que parfois, c'est très sain de se séparer d'une famille toxique. Donc, je vois que c'est très à la mode de dire faut pardonner. Ah, le pardon. Il y a des choses impardonnables, je suis désolée. Oui, mais c'est très personnel. C'est très personnel. Ai-je envie de pardonner ? Est-ce que ça va me permettre d'avancer ? Est-ce que ça va me permettre de m'alléger ? À quoi ça va me servir ? Tout à fait. Voilà. Mais à contrario, se dire aussi que quand il y a pardon, ça ne veut pas forcément dire qu'on excuse et qu'on efface ce qui s'est passé. On essaie de passer à l'étape d'après. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de pardonner. Exactement. Donc la loyauté familiale, oui. Mais jusqu'à quel point ? On a mentionné plusieurs fois le lâcher-prise. Oui. Souvent, c'est un peu un gros mot. Oui. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont... Oui, c'est un grand mot. Non, mais en fait, il y a un peu deux types de réactions. Il y a les gens qui sont en faveur, en disant oui, voilà, il faut lâcher prise. C'est un peu le mot magique pour tout réussir. Oui, mais t'as qu'à lâcher prise, machin, t'as qu'à prendre du recul. Oui, enfin, d'accord, c'est pas si merci, facile. Merci, j'avais pas pensé. Oui, voilà. L'autre idée. Et puis, c'est vu comme un gros mot. Oui, non, mais on met tout sur le lâcher prise. Il y a, je sais plus qui, un de mes clients qui m'a sorti ça un jour en disant non, mais attends, c'est bon, tu vas pas me parler du lâcher prise. Là, on l'entend à toutes les sauces, etc. De toute façon, c'est complètement abstrait comme concept. Le lâcher prise, ça veut dire quoi ? Peut-être si vous êtes OK de peut-être nous partager soit une anecdote avec un consultant ou alors quelque chose de personnel, mais de passer, illustrer en fait cette notion de lâcher prise, parce que je me rends compte que c'est un peu comme la notion de performance. Chacun a une idée totalement différente de ce qu'est le lâcher prise et comment on doit l'aborder. Et pourtant, j'ai l'impression, moi, à titre personnel, c'était un mot qui m'énervait, très franchement, normal. Et puis, quand j'ai pris le mur de la performance, que je me suis écroulée, j'ai compris que tant que je lâcherais pas prise, je rebondirais pas. Et c'est quand vraiment, 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 j'ai dû lâcher prise, j'ai accepté de lâcher prise, que j'ai vraiment touché le fond, que j'ai pu remonter. Et voilà, est-ce qu'on peut parler de tout ça ? Oui, parce que c'est... Alors, par exemple, vous êtes prêt à un mur. Vous vous diriez quoi en autre formule que lâcher prise à ce moment-là? Mais c'est presque abandonner, en fait. C'est presque... moi, dans mon cas, en tout cas, c'était vraiment... faut que tu abandonnes. Et c'est un mot que je ne connais pas. Ou que je n'accepte pas, on va dire. Je lâche pas prise. Mais complètement. Je tiens, je suis un pitbull et je lâche pas. C'est exactement ça. Je lâche pas le morceau. Et ouais, c'est presque de l'abandon. Mais c'est vrai que c'est pas difficile. C'était juste de se fiche la paix. Ouais. De pas se mettre moi, je travaille avec mes clients, c'est des dirigeants, des entrepreneurs, ce qui est mon cas. Et c'est vrai que dire ça à un entrepreneur, c'est complètement abscon, puisque notre métier, c'est de jamais rien lâcher. Et c'est pour ça que j'ai envie jamais rien lâcher, mais c'est quoi jamais rien lâcher? C'est quoi cette espèce de tout qui se cache derrière sur rien? Non, mais c'est ça que j'ai envie qu'on voit. Alors, déjà, dans le lâcher-prise, moi, j'ai créé un atelier autour du lâcher-prise. Bizarrement, à chaque fois que je le propose, il est vite complet. C'est très intéressant, ça. Ouais. Ce que j'essaie de mettre derrière le lâcher-prise. Qu'est-ce que je tiens si fort? Pourquoi je tiens si fort cette prise-là? Quel est mon mode de tension? Quel est mon mode de résistance? Est-ce que je résiste? Quelles sont les raisons pour lesquelles je résiste? Est-ce que l'énergie que je mets dans cette résistance, je peux la prendre pour la mettre ailleurs, pour observer cette histoire de lâcher prise différemment? Et puis,
est-ce que tout me regarde dans ce que je ne veux pas lâcher? Je veux que mes enfants aient une chambre rangée. Je veux que mon mari mette ses chaussettes au panier à linge sale. Je veux que mon lit soit fait tous les jours. Je veux que le batch cooking soit fait. Je veux que mes employés soient corrects. Et du coup, je peux faire le tour de ma chaise, mais il y a peut-être des choses qui ne me regardent pas. Mon enfant, il veut avoir sa chambre en bordel, mais si je décide de faire un enfant, de le guider dans sa vie pour qu'il soit autonome, je lui offre un espace de chambre. Je veux que ce soit le bazar, c'est comme ça qu'il est bien. Est-ce que ça me regarde vraiment? Je peux mettre de l'énergie dedans, je vais passer 3 heures à ranger. Ah, mais tu te rends pas compte, il y a 3 chaussettes, elles vont par 2, normalement, les chaussettes. Et puis ça, c'est un jogging sale. Et puis ça, je te l'avais payé, ça coûte cher. Et puis... Ok, je vais passer 3 heures à rager contre mon enfant. 2 jours, 3 jours plus tard, la probabilité que la chambre soit dans le même état, ça va me mettre en colère à nouveau. C'est ça. Accepter aussi qu'on ne peut agir que ce sur quoi on a... Est-ce que c'est ma responsabilité? C'est sa chambre. C'est un exemple en général qui parle assez vite. Ma fille, un jour, je lui dis, mais écoute, c'est simple. Moi, si tu traites les affaires que je t'achète comme ça, j'achète plus rien de mignon. Je m'en fiche. Et si c'est abîmé, c'est abîmé. Et c'est pas grave. Mais moi, je coupe ça et ça comme robinet. Parce qu'en fait, ça me rend triste. Ça me met pas en colère, ça me rend triste et ça me fatigue. Et quand je passe devant sa chambre et que c'est le bazar, je ferme la porte. Ça ne me regarde pas. Et de temps en temps, ça lui prend. Et la chambre est juste impeccable. Elle est hallucinante. Elle est hyper belle. Et là, je prends plaisir et je la félicite. Mais si c'est le bazar, pof, je ferme. Et ça choquait beaucoup mes copines. Quand mon fils était plus jeune, ils me disaient, mais on voit pas le sol. J'ai dit, mais ouais, vous allez voir, quand il va la ranger, on va retrouver des gens vivants. Et ça les choquait. Je disais, qu'est-ce que je vais aller mettre des heures? Et une fois, il y a un copain qui vient et qui range toute la chambre de mon fils. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi? Eh bien non, mais il y avait des Legos, c'était un bordel. Et mon fils est arrivé en PLS. Qui m'a foutu en l'air ma ville Lego que j'avais mis des semaines à construire? Et j'ai dit, lui, là où il a vu du bordel, en fait, il y avait une ville Lego. Et moi, je m'en fous. Et donc, il y a un gars, c'est pas son business, il va, il range tout, quoi. Donc, c'est ça le truc. Est-ce ma responsabilité? Est-ce que ça me regarde? Si ça me regarde pas, de quoi je me mêle? Et pourquoi je m'en mêle? Et pourquoi c'est si important pour moi d'avoir le contrôle sur ça? Alors moi, je mettrais quand même une nuance, désolée. Mais là, dans la vie familiale, ok, je suis tout à fait d'accord. Quand c'est la chambre, pas quand c'est le salon. Ouais, non, mais on est d'accord. Mais quand on est dans une entreprise, on est dirigeant d'une entreprise avec plusieurs collaborateurs, avec des actionnaires, avec des banques, etc. En fait, on a tout sur les épaules. Et tout nous concerne. Bien sûr. On a beaucoup de nos éditeurs qui font partie de cette audience-là, donc j'ai envie qu'on puisse échanger sur ça et qu'on puisse ouvrir le débat sur ça, parce que ça me paraît hyper important. Et aujourd'hui, je rencontre des entrepreneurs extraordinaires qui ont des boîtes qui font entre 50 et 300 millions, et ils sont tous dans le même état de ne pas réussir à lâcher prise. Et moi, je le comprends, puisque ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'on les aide à trouver ces clés et à challenger ça. Alors moi là-dessus, je pense pas que je sois la personne pertinente parce que chacun son domaine d'expertise. J'accompagne pas trop des gens comme ça. Moi, j'essaye d'accompagner des gens qui sont souvent seuls. Dans mes ateliers, par exemple, peut y avoir des chefs d'entreprise, mais j'essaye de rester hyper accessible. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mes ateliers sont pas très chers, ce qui fait que tout le monde peut venir décider de mettre une certaine somme. Donc, je suis pas dans ces sphères-là. Et quand je l'ai été, de temps en temps, il y avait des petites choses de la vie privée à lâcher, des petites choses de temps en temps, prendre le temps de méditer pour se retrouver, pour reprendre son souffle, le repos. Le repos, c'est pas juste la nuit. Comment vous, quand vous êtes au bout du rouleau, vous reclarifiez votre esprit en reprenant la main sur le souffle. Ça, c'est la boule à neige. Et d'un seul coup, je respire. Là où je voulais qu'on aille. Et je respire. Et d'un seul coup, le paysage revient. Donc, les rares fois où j'ai accompagné des gens qui étaient dans cette configuration-là, c'est quels sont les espaces pour clarifier votre esprit que vous vous accordez? Et comment vous faites-vous seconder?
parce que vous êtes responsable des personnes qui vont vous seconder, bien évidemment. Mais on doit prendre certains risques pour pouvoir... c'est un risque d'être chef d'entreprise. Mais c'est comme ça qu'on voit qui on embauche aussi. Vous êtes obligé d'avoir des gens qui sont impeccables et qui vont avoir des valeurs communes avec les vôtres. Sinon, vous ne pouvez pas lâcher. Et vous ne pouvez pas ne pas dormir, par exemple, même si votre entreprise vous tient à cœur. On est d'accord. Donc, je pense qu'il y a des outils qui sont quand même un peu universels. Ouais. Mais je crois que je suis la thérapeute... c'est ce qui revient souvent, c'est t'es la girls next door, en fait... t'es la copine qu'on a eue pendant des années à la télé et qui prolonge cette amitié à travers des pistes. Et donc, je pense que je m'adresse plus pas forcément à l'élite des entrepreneurs. C'est pas forcément des personnes comme tout le monde. Hein. Non, moi, je pense que cette élite se met dans une pression supplémentaire. Il y a un élément qui le justifie, parce qu'en effet, il y a une responsabilité. Mais je pense qu'ils sont dans cet écosystème, à force de les côtoyer un petit peu aussi à travers Charline, dans cet écosystème à s'auto-convaincre aussi que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Oui, mais parce que c'est plus simple. Et donc, il faut que ce discours-là, qui est peut-être censé être un discours qu'on va considérer plus classique, abordable, en fait, c'est juste la réalité. Et après, on le met à notre échelle en fonction de notre situation professionnelle, personnelle, familiale, tout ce qu'on veut. On l'adapte à nous-mêmes. Mais je pense que c'est vraiment le message qui doit passer et qu'il doit, infuser en chacun avec, un peu de nuance, mais il doit infuser vraiment en chacun. Charline, écoutez votre copine. Non, mais complètement. Moi, je me pose vraiment en tant que... j'aime poser les questions, les poils à gratter, parce que j'ai fait, en fait, toute cette démarche, je l'ai faite. C'est pour ça que bien sûr. Mais je suis pas là pour dire... Qu'est-ce que vous avez trouvé comme outil? Attention, passage de verre. Non, mais moi, je sais que maintenant, j'ai une vie qui est beaucoup plus rythmée. Oui. J'ai fait des choix drastiques où j'ai plus envie d'avoir de management, de collaborateurs, etc. parce que j'ai senti que ça m'atteignait trop et que effectivement je prenais trop cette responsabilité. Et comme je suis quelqu'un de très empathique, j'ai découvert tellement de points forts mais qui sont aussi mes faiblesses chez moi. Je me dis ok, pour être bien. En tout cas, dans un premier temps, il faut que je construise une entreprise où j'ai pas beaucoup de management, j'ai plein de partenaires, je suis quelqu'un de très collectif, donc j'ai besoin de travailler avec des partenaires, avec d'autres entrepreneurs, avec des clients, voilà. Mais je veux plus me remettre une charge aussi importante d'être responsable de mes collaborateurs. Parce que c'est pire presque que d'être parent. En tout cas, moi, la façon dont je le porte, bien évidemment, c'est propre à chacun. Donc, entre me mettre des rythmes... C'est pire que d'être parent, je trouve que c'est beaucoup, parce que vous êtes responsable de votre enfant et de sa sécurité. Je pense que vous souffririez plus qu'il arrive un problème de sécurité à votre enfant. C'est que légalement, il y a une responsabilité qui est... j'ai un collaborateur qui tombe dans l'entreprise parce qu'il y avait une marche qui glissait, c'est moi qui suis responsable de ça. Oui, mais vous avez une assurance. Oui, mais dans les faits... Si, bien sûr. Mais dans les faits, c'est votre enfant qui tombe parce que vous avez laissé traîner un truc. Je pense que vous souffrez plus si c'est votre enfant, non? Souffrir, oui, ça c'est une évidence. Oui. Mais en hypervigilance, c'est pas la même. Si vous avez une assurance, ça arrive de tomber. Oui, non, mais c'était un... non, mais moi, je suis mais il y a quand même un mouvement où on observe les performances sportives de certains entrepreneurs aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et je trouve qu'il y a le fait que quand on voit un gros entrepreneur prendre le temps de prendre soin de lui, de son cardio, de sa santé, faire les check-up, ne serait-ce que pour les assurances, c'est rassurant. C'est complètement là où moi, c'est exactement ce que je fais. Et je fais très attention à ma nutrition, je fais très attention aux 4 piliers dont vous parliez. Pour moi, c'est devenu essentiel dans ma vie et ça tourne autour de ça. Modulo certains moments plus intenses où il faut pousser le curseur parce qu'il y a un peu un embouteillage. Quand on est chef d'entreprise, on a choisi de l'être aussi. Non, mais bien sûr, mais absolument. Mais par contre, je sais que derrière, il faut compenser par un moment où il va falloir freiner. Ça, c'est la très grande différence. Oui. Mais c'est ce qui est très dur pour un entrepreneur d'admettre. C'est très dur. Tant qu'on ne s'est pas pris le mur, je veux dire, c'est très dur. Oui, mais si on veut durer.
Moi, je suis suis entrepreneuse complètement aussi, d'accord, bien sûr. Et je sais que je me fais des périodes de rush, et que je me suis fait une période de rush. Je me suis, dans la même année, j'avais 2 ateliers par mois, toutes mes consultations, j'écrivais un bouquin, j'organisais mon mariage, et j'ai vendu la maison que j'ai retapée, dans laquelle j'ai fait grandir mes enfants. Donc, il y avait toute la charge émotionnelle et toute la charge financière et les travaux et tout ça. On sait comment ça fait, les travaux. Et j'arrive à Noël et je me dis, OK, là, Adeline, tu vas pouvoir te poser, te reposer et reprendre ton souffle pour te rejeter dans l'aventure. Dans un mois, tu te prends un mois tranquille. À Noël, on annonce un cancer à mon mari. Et je m'aperçois que ma fille est victime de harcèlement scolaire et qu'il faut que je la déscolarise parce que sinon, ça va mal se finir. Je suis arrivée, j'étais épuisée. Qu'est-ce que je fais? Ah, mais c'est pas juste, c'est trop dur, machin et tout. Bah non. OK, et ben à chaque fois que j'emmène mon mari faire un soin, un support, de l'acupuncture, et ben je demande à l'acupunctrice, fais-moi une séance aussi. Je surveille avec beaucoup de vigilance mon sommeil. Parce que si moi je tombe, alors que j'étais au bout du rouleau, si je veux éviter le burn-out, et ben je suis obligée d'être hyper vigilante. Mais voilà, c'est exactement et je l'accepte, mais j'accepte. Et tous les matins, je me demande si j'accepte. Et il y a des matins, je serre un peu les dents. Et je l'accepte aussi, parce que ça fait partie du deal. Mais quand on est entrepreneur et qu'on a décidé d'être entrepreneur, et je suis... j'ai toujours été... Enfin, bien sûr. Les moments où j'étais salariée, ça durait quelques semaines sur des tournages. Donc, je la connais, cette aventure-là. Mais à chaque moment, tous les matins, je me demande si je me réengage. Et au moment où je rage et où je suis pas contente, et ben, je me dis, OK, t'es pas contente ? Tu préférais être salarié, tu préférais avoir tous les mois la même somme qui tombe avec ça, ou est-ce que tu préfères prendre le risque de ça, avoir des moments de grande liberté, de grand doute aussi? Qu'est-ce que t'en fais de ça? Mais je fais hyper attention aux 4 piliers pour tenir debout, parce que je sais que ce que j'ai mis en place professionnellement s'écroule, mais là j'ai accepté de le mettre en suspens, parce que la vie me propose ça et que je suis accompagnante des 2 côtés. Et je fais avec. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous énerve là-dedans. Ah non, mais c'est exactement comme ça que je pratique. Ah bon? C'est exactement mon mode de fonctionnement. D'accord. Mais je sais que c'est très très dur pour un entrepreneur d'arriver à mettre en place ça tant qu'on ne s'est pas pris le mur. Voilà. Oui, mais il y a des gens qui ont besoin de se prendre le mur. Et c'est pas que l'entrepreneur, c'est juste que moi, c'est mon écosystème. Oui. C'est tout. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est la population que je connais plus. Mais oui, non, mais c'est ça. Et d'autres, ils n'ont pas besoin de prendre le mur. Et ça, je les admire beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. De freiner avant. Je vois arriver le mur. Maintenant, j'arrive à freiner avant le mur. Mais voilà, mais c'est exactement ça. Mais voilà, mais c'est juste ça où j'avais envie qu'on revienne. Donc là, à moi, oui, je suis complètement alignée, complètement équilibrée, et j'ai monté une société à travers cet équilibre-là, pour cet équilibre-là même. C'est une société au service de cet équilibre. Et ça change tout le paradigme. Alors qu'avant, j'étais plus esclave de ma société. D'accord, donc maintenant, là, vous êtes un peu obligé d'incarner les valeurs de votre société. Ah, mais c'est même pas obligé, c'est j'ai envie, en fait. J'ai envie. Et alors, c'est encore mieux. Mais oui. Et c'est une façon d'entreprendre qui est complètement différente. Et c'est vraiment la mission de The Human Hack. Donc voilà, donc oui, c'est pour ça que je titillais un peu sur le truc, parce que j'ai envie que les gens l'entendent, et pas forcément de moi, mais qu'ils l'entendent d'autres personnes, et qui ont aussi un autre chemin de vie et tout. Et clairement, vous êtes une entrepreneur. Ça, c'est oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je clame, ou que... c'est l'autre jour qui a dit, mais toi aussi, tu es une entrepreneuse. Bah oui. Oui, sans doute. Ah bah clairement, oui, il y a même pas de... Oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression à travers les réseaux, d'être dans quelque chose de très accessible. Il y a pas, je suis pas dans l'intellectualisation ou dans quelque chose qui va être plus pour les entrepreneurs. J'essaye d'être le plus large possible. Complètement. Et je pense que c'est ça, c'est mon filtre à moi. Du coup, j'ai pas l'impression que enfin, évidemment, on fait du sur-mesure à chaque fois qu'on accompagne quelqu'un, mais j'ai l'impression que si on a la base, ça fait déjà énormément. Ah, mais ça, c'est une évidence. Qu'on soit salarié ou qu'on soit le patron. Complètement. Et si on est le patron, il faut respirer encore plus souvent. Voilà. Mais c'est exactement ça.
On avance doucement vers la fin de l'épisode. Et peut-être pour une question finale, si vous deviez donner un conseil pour quelqu'un qui veut commencer à cheminer vers lui, justement, quel est le conseil pour cheminer vers soi ? De se regarder avec honnêteté et de reconnaître, de pouvoir se reconnecter à ses valeurs, ses besoins, sa blessure d'âme, sa dimension physique aussi, et de voir si tout cela s'imbrique bien, comme ça ou comme ça. Si tout cela s'imbrique bien, s'imbrique de façon cohérente et vertueuse, et dès qu'il y a quelque chose qui fait mal, c'est qu'une valeur a été piétinée, ou qu'on l'a laissé piétiner, qu'on n'a pas réussi à mettre les limites. Pourquoi j'ai pas réussi à mettre les limites ? Est-ce que je fais le bon job ? Est-ce que je suis heureux dans mon environnement ? Est-ce que ça me convient ? Est-ce que mes besoins, je suis capable de les voir, de les satisfaire, de passer aux besoins d'après ? Est-ce que ce que je demande à mon corps est possible ? De temps en temps, je dis non, ça n'est pas possible en fait. Et humainement, ça n'est pas possible. Ou avec ce que j'ai comme potentiel physique, ça n'est pas possible. Donc déjà d'être honnête et de se regarder comme ça permet de voir d'où on part. Voilà, d'où on part. Et c'est important de se localiser. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de la cartographie de soi, pour savoir où je suis. Et une fois que je sais où je suis et où je veux aller, là, je peux commencer à tracer ma route et à mettre un cap. Sinon, c'est compliqué. Merci beaucoup. C'est un magnifique mot de la fin, je trouve. Ouais, c'était passionnant. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, c'est une belle image. Absolument. Et on encourage d'ailleurs, en parlant de cartographie, on encourage vraiment nos auditeurs, auditrices à lire votre ouvrage, parce que non seulement il est riche en savoir et sur le fond, mais il est aussi magnifique. Esthétiquement. Très, très beau. Et c'est vraiment un objet à part entière. Et donc, voilà, c'est super. Et merci les filles. J'ai bien fait de venir. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le Q&A. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.